You're a smart individual, Donald. Right. Okay, you'll agree to that, right? I think I'm... Okay, but at the same time, you have to admit you're killing patients, right? Right. Petite question, est-ce que vous avez peur de l'hôpital? Non, parce que si c'est le cas, je tiens tout de suite à vous le dire, vous risquez de ne pas pouvoir dormir après avoir vu cette vidéo. Bonjour à tous et aujourd'hui on se retrouve pour le tout premier épisode d'un format spécial serial killer. Aujourd'hui on va parler d'un ange de la mort, un infirmier qui, au lieu de s'occuper de ses victimes, va plutôt préférer les tuer. N'oubliez pas également que vous pouvez soutenir la chaîne en vous abonnant et en n'oubliant pas d'activer la petite cloche afin de ne manquer aucune des vidéos qui arrivent. J'espère que vous êtes prêts et que vous n'aviez pas spécialement envie de dormir ce soir. Bon visionnage. Donald Harvey est né le 15 avril 1952 dans le comté de Butler, en Ohio. Peu de temps après sa naissance, ses parents décident de déménager dans le Kentucky, à Boonville, qui est une petite bourgade un petit peu typique des États-Unis, nichée au pied des Appalaches, bref, un endroit où il fait bon vivre et où chaque petit garçon rêverait d'habiter. Malgré un environnement familial a priori aimant, les parents du garçon ne s'entendent absolument pas, voire même pire, ils se déchirent, limite ils se détestent. Ils sont toujours à se disputer, à se séparer quelques mois, puis ensuite à se remettre ensemble. À ce moment-là, Donald, il est tout petit, il ne comprend pas vraiment ce qu'il se passe, mais ce qu'il sait, c'est que sa mère, pratiquement tous les samedis, l'envoie au cinéma avec de l'argent pour qu'il puisse se payer des films toute la journée ainsi qu'un bon paquet de pop-corn. Et pendant ce temps-là, il ignore complètement que sa mère est en train de ramener des hommes à la maison, comme son père est absent. D'ailleurs, sa mère n'hésite pas à confier le petit garçon à ses grands-parents ou bien même à des voisins afin que ce soit eux qui le surveillent. Il faut savoir qu'ils vivent dans un environnement très pauvre et parfois le petit Donald allait à l'école pieds nus, ce qui lui a valu quelques petites remarques acides de la part de ses copains de classe qui le traitaient plus ou moins de pecno. Pourtant, malgré cet environnement familial un petit peu bancal, Donald arrive à l'école toujours très propre sur lui, mis à part ses chaussures, ainsi que les cheveux très bien coiffés, et il est toujours souriant avec ses professeurs, toujours gentil. Il n'hésite d'ailleurs pas à aller vers ses camarades de classe ou bien ses professeurs afin de tisser des liens. Par contre, si on se penche du côté de la vie de ses camarades, Donald est un solitaire, un garçon qui préfère la lecture aux sorties scolaires et c'est même un faillot, le chouchou des profs. À la fin de sa primaire et étant un très bon élève, Donald intègre sans problème le lycée de Boonville en 1968. Mais comme il obtient de très bons résultats sans forcément chercher à les atteindre, il va très vite s'ennuyer et décide tout simplement d'arrêter le cursus scolaire. Il déménage à Cincinnati, dans l'Ohio, où il obtient un premier emploi dans une usine locale, jusqu'en 1970 où, faute de commande, l'entreprise doit licencier du personnel et malheureusement Donald en fait partie. Quelques jours plus tard, sa mère l'appelle et lui indique que son grand-père est hospitalisé à l'hôpital Marymount dans le Kentucky et lui demande tout simplement si Donald peut rester avec lui afin de s'occuper de lui et de lui rendre un petit peu visite, histoire qu'il soit moins seul. Et c'est malheureusement là que tout va débuter. Alors qu'il passe toutes ses journées à l'hôpital, Donald va très vite se faire apprécier du personnel soignant. En effet, c'est un garçon assez beau, il est très gentil et surtout très attentionné et très intéressé par tout ce qui touche au domaine médical. Il pose très souvent des questions, il n'hésite pas à discuter longuement avec les sœurs qui travaillent dans l'hôpital et il va très vite énormément se faire apprécier. Au point que, un jour, l'une des sœurs lui demande même de venir dans son bureau afin qu'ils puissent discuter un petit peu. Puisqu'il n'a pas d'emploi et qu'il semble tout particulièrement attiré par le domaine médical, elle va lui proposer une place d'aide-soignant dans l'hôpital. Il n'a bien sûr aucune formation médicale, il n'a aucune formation sociale, mais entre l'usine ou l'hôpital, le choix est très vite fait. Après tout, ici, il connaît tout le monde et au moins, il n'a pas à chercher bien loin pour avoir un nouveau poste. Il accepte donc et Donald se sent un petit peu comme un poisson dans l'eau. D'ailleurs, les premières semaines se passent sans aucun souci. Il fait très bien son travail, il est en train d'apprendre, mais cela va très vite dégénérer. Il tue pour la première fois le 30 mai 1970. À ce moment-là, Donald n'a pas encore 18 ans et il s'occupe de Logan Evans, un patient admis suite à une crise cardiaque. Alors qu'il rentre dans sa chambre afin d'effectuer des soins, le vieil homme est surpris. Celui-ci a des gestes assez brusques envers lui, assez brutaux.
Et à ce moment-là, Donald s'énerve. Il s'empare d'un oreiller, prend bien soin à ce moment-là de glisser un sac plastique dessus afin qu'il n'y ait aucune fibre qui soit retrouvée dans la trachée du patient au cas où il y ait une autopsie, et plaque l'oreiller sur le visage de Logan Evans. Celui-ci a beau essayer de se débattre, il est bien évidemment trop faible, il est malade et en plus il est beaucoup plus âgé que Donald, qui profite de cette force jusqu'à ce que le pauvre homme ne bouge plus du tout. Il va tout de même, avec un stéthoscope, vérifier que le pouls ne bat plus, et une fois qu'il a la confirmation que Evans est bien décédé, il va nettoyer sa victime, l'habiller proprement, comme si rien ne s'était passé, et tout simplement sortir de la chambre. Quelque temps plus tard, les infirmières qui vont venir soigner Monsieur Evans se rendront compte qu'il est décédé et n'iront pas chercher plus loin, pensant simplement que le vieil homme est décédé d'une seconde crise cardiaque. J'étais comme sur des montagnes russes, je pouvais pas descendre. Il faut très peu de temps à Donald pour prendre goût au meurtre, puisque dès le lendemain, il va recommencer et il va varier les méthodes. J'ai commencé à lui enfoncer le cathéter dans son pénis. Il s'est relevé et je l'ai repoussé gentiment comme ça. Je lui ai dit « Tu ne vas pas m'empêcher de faire mon boulot ». J'ai dû le repousser une deuxième fois. Et puis j'étais couvert de sang. Un jour, ce sera l'étouffement. Le jour d'après, ce sera plutôt couper l'oxygène qui arrive des bonbonnes. Donald est imprévisible. Il choisit ses victimes au hasard, il se fiche de l'âge et il se fiche aussi de la raison qui amène les patients à l'hôpital. Tout ce qui l'intéresse, et ça ce sont ses mots, c'est de pouvoir soulager la douleur et la vie de ses patients. Il va véritablement commencer à expérimenter toutes sortes de façons de tuer. Il va, comme on l'a vu avant, couper l'oxygène que reçoivent ses patients, il va les étouffer, mais il va également commencer à s'intéresser aux poisons, notamment tout ce qui est l'arsenic et le cyanure. Bien que cette méthode viendra un petit peu plus tard dans l'histoire. À ce moment-là, cela fait à peine 1 an que Donald est à l'hôpital et il a déjà fait une quinzaine de victimes. Cette même année, Donald va entretenir une relation avec un employé des pompes funèbres qui, malgré lui, va lui apprendre beaucoup de choses intéressantes sur la façon de tuer, sur la façon dont un corps réagit et évidemment sur la façon de dissimuler des preuves. Bien évidemment, l'aide-soignant va l'écouter très attentivement, conscient que toutes les informations qu'il emmagasine peuvent lui éviter d'être soupçonné de meurtre. Vernon Midden, l'amant de Donald, va également cette année-là commencer à lui parler d'occulte, chose qui va passionner l'aide-soignant qui continuera sur la voie de l'occulte bien après la rupture avec Midden. Pourtant, le 31 mars 1971, Donald fait une énorme erreur. Alors qu'il vient de passer la soirée avec des amis, il boit un petit peu trop. Il devient même complètement ivre, au point de non seulement se vanter des meurtres auprès de ses amis, mais également d'aller cambrioler un immeuble qui se trouvait un petit peu plus loin. Le jeune homme est arrêté et interrogé par la police, et à ce moment-là, toujours sous l'emprise de l'alcool, il va tout simplement confesser ses meurtres, il va tout leur expliquer, mais au vu de son état un petit peu ébréché, et surtout ne trouvant aucune preuve pour confirmer ses dires, la police va tout simplement le relâcher, en prenant bien soin par contre qu'il paye une amende de 50 $. Il obtient également une interdiction de séjour dans le comté dans lequel il se trouve, et à partir de là, Donald est forcé de chercher un nouveau travail puisqu'il ne peut plus rester à l'hôpital. Peu de temps après cet incident et une nouvelle fois complètement ivre, il va avoir une relation sexuelle avec la fille de la famille chez laquelle il loge, mais il n'en gardera absolument aucun souvenir, bien que finalement il ait un fils 9 mois plus tard. D'ailleurs, il s'appellera lui aussi Donald. Après, je n'ai pas trouvé d'informations si Donald Senior a reconnu ou pas cet enfant, s'il s'en est un jour occupé. J'ai aucune information dessus, donc si jamais vous savez, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Quelques semaines plus tard, alors qu'il se trouve seul dans son nouvel appartement, Donald est dépressif. Il ne se sent vraiment pas bien et il va essayer de se suicider en mettant le feu à la salle de bain. À ce moment-là, les autorités arrivent et il écope une nouvelle fois d'une amende de 50 $. Donald, à ce moment-là, décide carrément de quitter le Kentucky et s'engage dans l'US Air Force afin de commencer une nouvelle carrière. Pourtant, il continue de déprimer et il fait une nouvelle tentative de suicide, ce qui fait que ses supérieurs vont tout simplement le virer de l'armée de l'air puisqu'il faut quand même avoir un certain moral pour pouvoir évoluer dans ce cadre-là. Du moins, c'est la version officielle, parce que officieusement, il paraîtrait que l'armée de l'air ait un petit peu entendu les soupçons de meurtre qui pesaient sur lui
due à ses aveux de quand il était ivre en 71. Durant les mois qui vont suivre cet épisode, la vie de Donald va être complètement chaotique. Il va osciller entre des moments de dépression, beaucoup de tentatives de suicide et également des internements qu'il a lui-même demandé afin qu'il soit traité pour sa dépression et sa déprime. Il va avoir des séances d'électrochoc et sa mère dira même lorsqu'il ressort enfin que les médecins sont incompétents puisque son fils n'est absolument pas guéri et qu'il n'aurait dû en aucun cas ressortir. À ce moment-là, nous sommes en 1972 et Donald Harvey n'a seulement que 19 ans. En septembre 1975, après que Donald ait plus ou moins appris tout ce qu'il fallait savoir dans le maniement du poison et qu'il se soit abandonné corps et âme à l'occulte, au point d'avoir ce qu'il appelle lui-même un guide spirituel qui déciderait de ses futures victimes, Donald décide de retourner à Cincinnati où il sera de nouveau embauché dans un hôpital. Mais cette fois-ci, c'est un poste de nuit dans un hôpital des anciens combattants. Comme vous pouvez l'imaginer, ses envies de meurtre reprennent très vite et il va recommencer à tuer très peu de temps après son arrivée. Il faut dire que pendant les 10 années qui suivent, Donald va en effet faire environ une nouvelle quinzaine de victimes puisque personne ne le soupçonne, personne ne le surveille et donc il est très facile pour lui d'assouvir son envie de tuer. Mais Donald ne s'arrête pas là puisqu'il va même s'en prendre à son entourage direct, que ce soit ses ex-petits amis, son compagnon actuel ou bien même la famille de son compagnon. Il n'hésite pas à empoisonner à petit feu à grands coups d'arsenic. Voisine, beau-père, beau-frère, personne dans l'entourage de l'homme n'est à l'abri de sa nouvelle passion meurtrière qu'est l'empoisonnement. Incapable de supporter le rejet et l'abandon, Donald devient complètement hystérique et cherche à tuer toutes les personnes qui pourraient le séparer de son compagnon. Bien sûr, son attitude provoque quelques doutes chez son compagnon qui décide de le quitter et Donald passera 2 ans à essayer de l'empoisonner sans qu'il ne réussisse jamais. En juillet 1985, alors qu'il est en train de sortir de son travail, Donald est interpellé par 2 agents de sécurité. En effet, il trouve son attitude un petit peu bizarre, cet homme très propre sur lui, mais qui transporte un gros sac qui semble très lourd, et ils vont donc lui demander de s'arrêter et d'ouvrir son sac pour qu'il puisse en inspecter le contenu. À l'intérieur, les agents de sécurité vont trouver un pistolet de calibre 38, des aiguilles, des gants chirurgicaux, des ciseaux, mais également des ouvrages de médecine, une cuillère à cocaïne, des livres sur l'occulte et une biographie d'un tueur en série. Et malgré tout ça, et malgré les soupçons sur son attitude, les agents de sécurité vont seulement donner à Donald une amende de 50 $ pour port d'une arme à feu sur une propriété fédérale. Suite à cet incident, Donald est forcé de démissionner et il va carrément quitter le comté pour tout recommencer ailleurs. Il retrouve un nouvel emploi assez rapidement dans un hôpital local, le Drake Memorial Hospital, et continue les meurtres sous les yeux de ses collègues. En 13 mois, Donald assassine 23 nouvelles personnes. Can you recall the symptoms that you immediately observed in this patient when you administered this poison to him? A shallow breathing and they get real ashy looking and just gone. I was surprised that the rat poison had worked so fast on him. And that he turned blue within 5 or 10 minutes. He was already gone. Et bien évidemment, s'il reste dans ses anciennes méthodes, comme couper l'arrivée d'oxygène, il va de plus en plus privilégier le poison qu'il va diluer, soit dans un verre d'eau, soit dans une compote. Et une fois, un médecin va même sentir une odeur d'amande amère, qui est quand même caractéristique du cyanure, et Donald va être tellement persuasif qu'il va simplement lui faire croire que c'est un médicament. Le médecin ne va absolument pas se poser de questions et il va continuer sa ronde sans se douter qu'un meurtre vient d'être commis. Pourtant, Donald, malgré sa tendance à se prendre pour Dieu, ne va pas tarder à faire la victime de trop. John Powell, 44 ans, est admis à l'hôpital suite à un grave accident de moto. Atteint de grosses lésions à la tête, il va passer plusieurs mois dans un lit d'hôpital dans le coma. Malgré son état préoccupant, l'homme continue de se battre et de se raccrocher à la vie, du moins jusqu'à ce que Donald en décide autrement, puisqu'il va s'emparer d'une dose de cyanure et va l'injecter directement dans la sonde gastrique que porte l'homme. Il ne faut que quelques minutes pour que John Powell décède, mais tout ne va pas se passer comme prévu. Dès le lendemain, une autopsie est ordonnée pour découvrir ce qui est arrivé à ce pauvre motard, et tout de suite, les experts vont directement sentir une très forte odeur d'amande amère. Des échantillons sont envoyés à 3 laboratoires différents
Et les résultats confirment les soupçons. John Powell a bien été assassiné au cyanure. Bien évidemment, le FBI est demandé en renfort sur l'enquête et ils interrogent pas moins d'une trentaine de personnes avant de finalement convoquer Donald Harvey dans leurs locaux pour qu'il puisse lui aussi répondre aux interrogations. À partir de là, les faits divergent un petit peu selon les sources, mais j'ai retrouvé deux histoires principales. La première, ce serait que Donald aurait été tellement questionné par les enquêteurs qu'il aurait fini par craquer et avouer que effectivement c'était lui le meurtrier. Et dans une autre source, Harvey est complètement calme, il a beaucoup d'aplomb et il va tout simplement, spontanément, avouer aux enquêteurs que oui, effectivement, c'est bien lui qui a commis le meurtre. Quoi qu'il en soit, Donald est très vite inculpé pour le meurtre de John Powell et son avocat, William Wallen, lui conseille de plaider non coupable pour cause d'aliénation mentale. Il passe alors devant beaucoup de psychologues qui vont devoir décider si oui ou non Donald est bel et bien fou. Il va alors essayer de les attendrir un petit peu, leur expliquant que dans son passé, il a été abusé sexuellement par son oncle de 7 ans son aîné. Il faut savoir que ces sévices se sont passés de ses 5 ans jusqu'à ses 20 ans, mais qu'à partir de ses 12 ans, Donald a considéré que son oncle ne devait pas être le seul à prendre du plaisir dans cette histoire et a donc commencé un petit peu à inverser les rôles. Il va également avouer que son voisin, un certain Dan, va lui aussi abuser sexuellement de lui, mais à la différence près, c'est qu'il va au bout d'un moment le rémunérer pour tous ses services. Malgré ses aveux sur son passé difficile, les psychologues sont unanimes. Non, Donald Harvey n'est pas fou, il n'est certainement pas aliéné mental et il sait très exactement ce qu'il fait. Pour preuve, il va même jusqu'à dire qu'il sait très bien où se trouve la frontière entre le bien et le mal, à savoir que le mal, c'est quand il assassine l'une de ses victimes, et le bien, c'est quand il les laisse en vie. Parce que les langues se délient et que certains de ses collègues commencent à raconter un petit peu le nombre de morts qu'il y a eu dans un service lorsque Donald Harvey travaillait pour eux, l'avocat de Donald n'a pas d'autre choix que d'aller voir son client pour en avoir le cœur net. Oui ou non, Donald est-il un tueur en série? Je suis allé voir le procureur que je connaissais depuis 15 ans. Je lui ai dit que je ferais avouer mon client, mais à une condition, qu'il n'y ait pas la peine de mort. Grâce à son avocat qui passe un accord avec la justice, Donald Harvey passe vraiment très près de la peine de mort et il avoue avoir assassiné 70 personnes. Faute de preuves et malgré ses aveux, Donald est reconnu coupable de 24 assassinats et 10 tentatives de meurtre. Il est condamné le 18 août 1987 à 60 ans de prison. Mais en 2005, Donald avouera être en réalité l'auteur de pas moins de 87 meurtres. Le 28 mars 2017, il est sévèrement battu par des codétenus dans sa cellule du pénitencier de Toledo et décède des suites de ses blessures le 30 mars. L'unique chose qu'aura expliqué Donald Harvey pour justifier ses meurtres fut qu'il pensait agir pour le bien-être de ses victimes. Il était en réalité un sadique et un maniaque du contrôle qui, pendant presque la totalité de sa vie, se sera pris pour Dieu. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de cette histoire? J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à soutenir la chaîne en likant et en commentant. C'est toujours super intéressant d'avoir vos avis qui parfois peuvent être vraiment différents. En tout cas, un grand merci à tous ceux qui continuent de soutenir ces chaînes, que ce soit en vous abonnant, en commentant ou même en mettant tout simplement un petit like. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien. Salut!